pense qu'on peut y aller à la minute. Allez, on y va. Bien, donc bonjour à tout le monde. Je vais vous parler ce matin d'un sujet qui est on ne peut plus d'actualité, qui est la question de l'énergie et du prix de l'énergie pour nos entreprises. Donc vous voyez le titre, hein, Robustesse, soutenabilité de l'entreprise, la question critique de l'énergie. Je commence par vous dire qui nous sommes. Kerlotech est un bureau d'études en énergie renouvelable qui se situe en Bretagne. Goodwill Management est un cabinet de conseil en stratégie de robustesse et de soutenabilité des entreprises. Et si dans l'audience, il y a des consultants qui sont intéressés par nos savoir-faire, dans nos savoir-faire, il y a des choses que je ne vais pas présenter ce matin parce qu'ils ne sont pas liés à l'énergie, du style la triple comptabilité, la stratégie du Y, l'innovation frugale, etc. Vous pouvez devenir membre de l'Institut Y, où on a mis en open source à peu près tout ce qu'on sait faire. Voilà. Donc, excusez-moi, je ferme la porte. Voilà. Ça, c'était pour la présentation. Je vais aller assez vite parce que j'ai essayé au maximum de compresser l'étude que nous avons réalisée. Ça nous a pris très longtemps en fait de mettre au point cette étude. Et en fait, il y a beaucoup de choses très importantes, donc mon topo est assez long, mais on va essayer de tenir dans l'heure. Et j'aurai donc le temps pour des questions à la fin. Vous voyez le plan, d'abord une introduction, l'évolution de la demande en énergie au niveau mondial et au niveau français, sur la période entre maintenant et 2050. Les questions relatives au pétrole, au gaz, à l'électricité et les conséquences de tout ça sur votre stratégie. Alors, en titre d'introduction, donc voilà, le but de cette étude, parce qu'on s'est rendu compte que tant chez Kerlotech que chez Goodwill, qu'à l'Institut Y, que l'approvisionnement en énergie allait devenir une question centrale, mais c'est un sujet qui nous est apparu comme ultra épineux bien avant le début de la guerre en Ukraine, en Iran, pardonnez-moi. Et donc, en fait, on a fait un travail assez approfondi sur le pétrole, le gaz et l'électricité. Et notre objectif, c'est d'éclairer la route pour les chefs d'entreprise à l'horizon 2035 et pour en déduire des conséquences sur la stratégie des entreprises. Le boulot a été réalisé sur la base d'une grosse recherche documentaire. Et donc, on a compilé des travaux de l'Agence internationale de l'énergie, de l'OPEP, d'un cabinet de conseil qui a pignon sur rue au niveau mondial pour les questions de pétrole et de connaissance des ressources en pétrole qui s'appelle Rystad, la RTE française, Réseau de transport d'électricité, BP Statistique, le Shift Project, GRT Gaz, la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie, et j'en passe. Voilà. Et donc, notre seul but, c'est de mettre en évidence des risques géologiques ou des risques technico-économiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le prix flambe ou bien on a une pénurie pour des raisons techniques, même si la géologie ne pose pas de problème, mais pas du tout pour des raisons géopolitiques. En d'autres termes, ce qui se passe en ce moment avec l'Iran, c'est un sujet qu'on prend en considération, bien sûr, mais qui n'est pas au cœur de nos travaux, puisque là, on se projette à 2035. Voilà. Et on traite en fait la question de la robustesse en majeur, c'est-à-dire est-ce qu'on aura assez d'énergie et de la soutenabilité en résultante. C'est-à-dire que si par exemple vous prenez en compte, vous mettez en œuvre une stratégie de très très forte sobriété, parce que pour vous c'est une condition de survie, ben, c'est aussi une très bonne chose pour la planète. Donc en fait, la robustesse entraîne la soutenabilité. Et donc, en fait, un petit truc rigolo pour commencer, hein, c'est l'étude se base sur ce qui se passe en prenant en compte les meilleurs scénarios prospectifs connus à ce jour. Voilà. Et bien sûr que sur ces bases, elle dit ben, il ne faut pas faire ci, il faut faire ça, etc., etc.
Donc, si on écoute l'étude, eh ben, le scénario prospectif ne se réalise pas. Et donc, les prédictions c'est la meilleure conclusion qu'on pourrait avoir dans quelques années. Si les prédictions ne se sont pas révélées exactes, ben, c'est parce que l'étude était bonne. Voilà. Et qu'on a réussi à s'écarter de ce qui nous attend. Alors, si je me prends maintenant, un premier point, c'est la demande. Donc, est-ce qu'elle va être la demande en énergie à horizon 2050? On a éclairé la route jusqu'à 2050 pour être à peu près crédible sur 2035. Donc, je vous apprends probablement rien. On a une très, très forte corrélation entre la consommation d'énergie et la croissance. Le Green Deal européen, par exemple, a fait l'hypothèse de ce qu'on appelle un découplage. C'est-à-dire que ben, cette belle droite que vous voyez entre la croissance du PIB et puis la croissance de la consommation d'énergie pourrait n'être que temporaire et on arriverait à faire croître le PIB en faisant décroître la consommation d'énergie. Bon, ça n'a rien d'évident, mais en tout cas, la croissance verte, c'est son hypothèse. Et on va voir que en France, les scénarios énergétiques sont également basés sur cette idée de découplage, c'est-à-dire de pouvoir faire croître le PIB en faisant décroître la consommation d'énergie. Après 20 ans de transition écologique, comme vous voyez, la France consomme toujours 75% d'énergie fossile, soit directement, soit sous forme d'énergie grise dans ses produits importés. Donc franchement, ça n'a rien d'évident, mais c'est un point de départ qu'il faut absolument prendre en considération, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont basées là-dessus. Alors maintenant, si on regarde ce qui se passe jusqu'à ce jour, vous regardez le graphique de gauche, et vous vous rendez compte que depuis très longtemps, hein, ici ça commence en 1971, vous avez une consommation d'énergie à l'échelle mondiale qui croît de façon continue. Voilà. Si maintenant on se projette dans le futur, ici vous avez les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie. Vous voyez que donc entre 2010 et 2050, le charbon est en décroissance. Le pétrole, ben, vous voyez qu'il y a deux courbes. Il y a une courbe qui baisse et puis il y a une courbe qui monte. Alors en fait, la courbe qui baisse, c'est ce que l'Agence internationale de l'énergie appelle les scénarios STEPS. Et les scénarios STEPS, c'est dans l'hypothèse où tous les pays tiennent leurs promesses par rapport aux accords de Paris de la COP 21 en 2015. Voilà, et donc ça va baisser. Ça, c'est les promesses qui sont faites. Et ici, la courbe qui croît, c'est le scénario, comment dirais-je, CPS. Et le scénario CPS, c'est si les choses continuent au rythme où elles vont aujourd'hui, en fonction des évolutions des consommations dans les différents pays. Donc vous voyez que même si vous faites la moyenne entre le scénario bon élève et le scénario je continue comme avant, vous avez une croissance du besoin en pétrole d'ici à 2050. Pareil pour le gaz. Voilà. Ça, c'est au niveau mondial. Donc, en fait, on a une demande qui croît. Hein, l'année où on a consommé le plus de charbon depuis le début de l'humanité, c'est l'année 2025 au niveau mondial. Voilà. Et si on regarde devant nous à horizon 2050, ben, la tendance est quand même orientée à la hausse, quoi qu'on dise. Voilà. Même si on fait une moyenne entre les scénarios bons élèves et les scénarios on continue comme avant. Si vous regardez la France, ben la France est bonne élève puisque la demande d'énergie primaire décroît depuis 2007. Voilà. Et donc ça, c'est une source de satisfaction. Euh, Est-ce que pour autant on peut dire ça y est, nous on a réussi le découplage? Ben, c'est pas sûr du tout parce que on a une rénovation thermique des bâtiments sur lesquels se base le découplage théorique qui est inférieur de 4 fois aux prévisions. Et puis que dans les entreprises, ça c'est notre boulot, ben, on voit que quand les entreprises ont réussi à faire 10, 15, 20% maximum de baisse de leur consommation d'énergie à fonctionnement constant, ben ça bloque et au-delà, c'est pas facile de baisser. Et puis si vous regardez attentivement ces courbes, vous
vous voyez qu'en 2023 et 2024, la consommation d'énergie primaire, elle recommence à croître. Bon. Donc, le découplage, peut-être, mais ce n'est pas sûr. En 2025, l'OPEP prévoit une baisse de la demande en pétrole pour l'Europe d'ici à 2050 de 27%, soit environ 1% par an. Voilà. Donc, on voit que malgré tout, sur la partie énergie fossile, la baisse est annoncée et même l'OPEP le dit. Si en France, on constate que la baisse que je viens de vous présenter, page précédente, continue, à ce moment-là, on aurait une baisse de la consommation de pétrole de 1,5% par an. Voilà. Alors, dans les deux cas, j'attire l'attention sur le fait que le net zéro en 2050, on ne l'aura pas, parce que sur le pétrole plus le gaz, il faudrait baisser désormais de 7,5% par an, alors que la baisse cumulée en France, c'est de 1,6%. Donc, on est dans une évolution en France de décarbonation très lente par rapport, même si elle existe, et c'est très bien qu'elle existe, mais très lente par rapport à ce qu'il faudrait. Ça, c'est pas du tout lié aux besoins en énergie, c'est lié aux besoins de lutter contre le changement climatique. Voilà. Et puis, je rajoute un point, c'est que tous les scénarios qu'on a pu explorer n'intègrent que relativement peu à ce jour l'explosion de l'intelligence artificielle. Sur l'intelligence artificielle en tant que telle, on a une consommation de l'électricité aujourd'hui en France qui est de 7%. Il est prévu qu'elle passe à 33% en 2035, c'est-à-dire dans 10 ans. Et donc, ça veut dire que, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, le découplage global de la croissance du PIB et de la baisse de la consommation d'énergie, il n'est pas gagné du tout, hein, d'autant moins. Et il y a un autre truc qu'il faut intégrer, c'est que l'intelligence artificielle va consommer beaucoup d'énergie fossile, parce que d'accord, ça consomme de l'électricité, mais l'électricité en question, il faudra un temps assez long pour qu'elle soit délivrée par des centrales nucléaires, parce qu'on ne fait pas sortir une centrale nucléaire de terre en 2 ans. Et donc, pendant longtemps, ça va être des centrales au gaz qui vont être mises à contribution. Voilà. Bon. Donc, on est dans une phase de décarbonation très lente en Europe, même si il y a quand même une décroissance de la consommation d'énergie. Voilà, donc la conclusion sur la demande en énergie, c'est que les baisses la baisse de la demande, quand elle existe, est beaucoup plus lente que ce qu'on avait souhaité, et les baisses sont fragiles. Voilà. Et puis au niveau mondial, par quelques bouts qu'on prenne le truc, la tendance est à la hausse. Donc la question ici qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on en aura assez du pétrole, du gaz et de l'électricité, puisque la tendance est à la hausse. Et dans un premier temps, on ne raisonne pas par rapport à la lutte contre le changement climatique. On regarde simplement si les besoins exprimés sont susceptibles ou non d'être satisfaits. Voilà. Alors, si je vais faire un assez long développement sur la production de pétrole et puis un petit peu plus court sur le gaz, et après on regardera l'électricité. D'après l'OPEP, la demande de pétrole à horizon 2050, qui, comme on vient de le voir, est croissante, sera satisfaite. Donc l'OPEP nous dit, vous inquiétez pas, aujourd'hui l'humanité consomme 100 millions de barils par jour, et en 2050, elle en consommera 123 millions par jour, et nous, on sait faire. Voilà. Et puis, avec des capacités de production qui sont moindres, l'Agence internationale de l'énergie dit à peu près la même chose. Donc, en fait, c'est une bonne et une très mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que si la demande en pétrole continue de croître, les capacités de production vont répondre à la demande, et ça, c'est une catastrophe pour le climat, mais pour la survie des entreprises, dans un mode de fonctionnement qui continue de fonctionner, qui, qui continue comme aujourd'hui, on nous dit qu'il y aura assez de pétrole. Alors, cela étant dit, il y a quand même des trucs qui nous font penser que ça pourrait coincer avant 2050. Et si l'OPEP mentait? Alors ça, c'est un truc que j'ai trouvé, c'est assez incroyable. Vous voyez sur ce graphique, à partir de 1960, les réserves annoncées de pétrole de tous les pays de l'OPEP.
Bon. Et en fait, qu'est-ce que vous constatez? C'est que leurs réserves ne cessent de croître. Alors, c'est un peu bizarre parce que leurs découvertes de pétrole sont assez stables depuis très longtemps, donc il n'y a plus de grandes découvertes. Et puis, ils vendent des millions, même des dizaines de millions de barils par jour. Et donc, ils vendent beaucoup de pétrole tous les jours, je dis bien tous les jours, voilà. Et d'un autre côté, ils découvrent plus rien. Et donc, ça croît quand même. Bon, alors on creuse un peu, puis on se rend compte que ça vient du fait que les quotas que les pays de l'OPEP se répartissent entre eux dépendent de leurs réserves. Et donc, plus j'ai des grosses réserves et plus j'ai le droit de vendre. Donc, en fait, ils se racontent tous des salades. Et ça fait quand même quelques décennies que ça dure. Bon. Donc, on pourrait avoir des mauvaises surprises par rapport à ce que nous raconte l'OPEP et par rapport à la disponibilité en pétrole. Ici, vous voyez d'ailleurs un travail qui a été produit par un spécialiste de l'énergie que vous connaissez, hein, qui s'appelle Mathieu Ozano, qui vous montre les découvertes de pétrole, tout pétrole confondu depuis 1950. Voilà. Et puis la ligne rouge, c'est la production et la consommation annuelle. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe? C'est que ben, actuellement, quand on découvre un baril, on en consomme 6, premièrement. Et puis, deuxièmement, on consomme plus qu'on en découvre depuis 1985. Donc, ça a tendance à nous faire comprendre que, effectivement, on a un risque de pénurie ou de rareté sur le pétrole qui est assez fort euh, et qui corrobore un petit peu le fait que l'OPEP nous raconte des salades. Ici, vous avez un autre truc qui est important à noter, c'est que les pétroles liquides ont atteint le pic de production mondiale en 2008. Ça, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui nous le dit. Voilà. Et depuis cette date, la demande mondiale en pétrole croît à peu près de 1% par an. Qu'est-ce qui fait la variable d'ajustement? Ben, ce sont les pétroles de schiste américains. L'OPEP prévoit un pic de la production de pétrole de schiste US en 2030, et c'est ce que vous voyez sur le graphique. Et en fait, là, ben, c'est sûrement un tout petit peu plus digne de crédit que sur leurs propres réserves, puisque ça ne leur sert pas pour leur quota. Voilà. Alors, après nos recherches, en fait, aujourd'hui, on s'est dit, bon, bah, d'accord, il va y avoir un pic du pétrole de schiste américain en 2030 et le pétrole liquide, par ailleurs, bah, on n'en produit plus davantage que depuis 2008, mais peut-être qu'on va trouver du pétrole de schiste ailleurs. Et donc, on a fouillé, fouillé, fouillé. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Donc, il n'y a pas de plan B sur un pétrole de schiste au même prix ailleurs dans le monde. Un exemple, hein, il y a beaucoup de pétrole de schiste en Algérie, beaucoup, beaucoup. L'Algérie n'a pas commencé à commercialiser son pétrole de schiste, sauf qu'il est très loin dans le désert. Donc vous voyez le problème pour ramener de l'eau pour la fracture hydraulique. Et donc effectivement, pour l'instant, on n'a pas trouvé un pays ou plusieurs pays qui seraient capables de se substituer au pétrole de schiste américain pour satisfaire à une demande croissante à partir de 2030. Ici, vous avez une étude qui confirme un petit peu tout ce que j'ai dit précédemment. Celle-ci vient du Shift Project qui a publié en 2021 un travail très très intéressant sur les risques d'approvisionnement en pétrole de l'Union européenne à horizon 2050. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à des experts mondiaux, hein, l'ancien directeur de l'exploration de Total et l'ancien directeur de l'exploitation des gisements de Total, de reprendre une base de données mondiale dans laquelle il y a tous les gisements de pétrole, c'est la base de données Reichstadt, et puis de retraiter le contenu de cette base de données pour voir quand est-ce que ça commence à coincer, sachant qu'ils ont pris les 16 premiers producteurs de pétrole, qui sont les 16 premiers fournisseurs de l'Europe, qui représentent 95% du pétrole qu'on a en Europe. Voilà. C'est par ailleurs les 16 premiers producteurs mondiaux. Hein. Voilà. Et donc, leur conclusion, c'est que ces 16 premiers fournisseurs de l'Europe, qui produisent tout le pétrole européen à quelque chose près, ils ont une capacité géologique de production de pétrole qui est divisée par 2 à horizon 2050. Voilà. Et donc, et on commence à avoir ça se tend comme un élastique entre 2030 et 2040. Voilà. Donc tout ce qu'on a vu précédemment, ça confirme ce point, c'est-à-dire qu'entre 2030 et 2040, on va avoir des tensions très très fortes sur le pétrole
Ça ne veut pas dire qu'on aura des ruptures d'approvisionnement, mais ça veut dire que le prix du pétrole qu'on connaît aujourd'hui en pleine guerre et qui est lié seulement à des raisons géopolitiques, hein, pas du tout à des raisons géologiques, eh bien, c'est quelque chose qui va devenir la règle, c'est-à-dire des pétroles qui vont monter à 100, 120, 130, 150 dollars, peut-être 200 dollars le baril dans les 5 à 10 ans qui viennent. Voilà. Donc sur le pétrole, on a une première conclusion, c'est que on ne peut pas partir du principe, même si, d'autant que la demande est croissante, on ne peut pas partir du principe qu'il va y en avoir assez. Ça va coincer vraisemblablement, on peut être sûr de rien, on raisonne en probabilité, entre 2030 et 2040. Donc ça, c'est une première conclusion importante. Et donc aujourd'hui, la France a pris des mesures pour sortir de façon accélérée, j'ai envie de vous dire enfin, des énergies fossiles parce qu'on n'en a pas. Euh, mais c'est en réaction instantanée à la guerre en Iran. Euh, euh, et donc, ben, d'une certaine façon, tant mieux. Mais il faut absolument tenir cette cadence et à l'échelle de chacune de nos entreprises, prendre le parti de sortir du pétrole le plus qu'on en est capable, même si ça coûte très cher, parce que rester dans le pétrole, ça va coûter encore plus cher. Alors, on regarde un petit peu le gaz maintenant. Ici, on a les prévisions de BP, British Petroleum, et qui nous dit que la capacité de production de gaz, c'est-à-dire, on a vu tout à l'heure, le gaz va plutôt avec une demande croissante, lui aussi, d'ici à 2050. Et ben, en fait, la capacité de production de gaz, elle accompagne le mouvement, elle est croissante jusqu'à 2050 d'après BP. Et on a d'autres sources qui nous le disent aussi, hein, je varie un peu, pardonnez-moi les sources. Mais enfin, ça plafonne quand même un petit peu à partir de 2040. Et ça croît encore un petit peu après. Voilà. Bon, par contre, cette capacité ne permet pas de répondre à la demande du CPS. Le CPS, c'est le scénario, euh, comment dirais-je, Current Policy Scenario, c'est-à-dire on continue comme aujourd'hui, de l'IAE. Voilà, donc de l'AIE, pardon. Donc ça veut dire qu'on a vraisemblablement, à nouveau, hein, on raisonne en probabilité, ce n'est pas des certitudes, des tensions géologiques sur le gaz qui devraient apparaître plus tôt dans la décennie 2040, c'est-à-dire en retard un petit peu par rapport à ce qu'on va connaître sur le pétrole. Si on regarde en Europe et en France, bah, en fait on est très exposé, hein, alors donc un peu plus tard que sur le pétrole, mais on est très exposé puisque la production européenne de gaz est en déclin depuis 20 ans. Que par le passé, on a vu que il y a un certain nombre de pays du monde, comme le Pakistan, qui n'ont pas eu accès au gaz parce que bah, il y a des pays plus riches qu'eux qui achetaient tout le gaz, et notamment l'Europe. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui nous concerne désormais parce que on a 45% suite à des investissements très lourds et récents. On a 45% de notre approvisionnement en gaz naturel qui se fait aujourd'hui par bateau. Alors, quand vous avez un pipeline, ben, en fait, ça part d'un point A, puis ça arrive à un point B. Et donc, si vous êtes au point B, ben, vous avez du gaz. Voilà. Un bateau, c'est différent. Il quitte, comment dirais-je, un port producteur quelque part dans le monde, et il est censé venir chez vous, sauf qu'il peut changer 10 fois de propriétaire pendant le trajet, et il va au plus en franc, et donc il devait arriver en France, puis il atterrit au Brésil, quoi. Voilà. Et donc, on a des prix qui vont aller fortement à la hausse sur le gaz. Quand je dis fortement, pour un petit rappel, hein, lors de la crise de 2022, après le début de la guerre en Ukraine, le prix spot du gaz a été multiplié par 4 très brutalement. Alors, vous aviez un mégawattheure à 70 euros en janvier 2022, et puis en août, il était passé à 300 euros. Voilà. Donc vous voyez, on a des volatilités de prix qui peuvent être très importantes, avec des tensions qui vont être probablement définitives dans la décennie 2040, mais comme on le constate aujourd'hui, avant qu'une ressource devienne vraiment rare, elle devient une arme. La raison, c'est qu'en ce moment, le pétrole n'est pas une ressource rare, c'est dans 5-10 ans, voilà, mais c'est déjà une arme, et vous voyez les tensions qu'on a
avec les conflits qui en découlent, sur le pétrole. Ben, sur le gaz, on va avoir ça aussi, et donc ça, probablement, des tensions géopolitiques dans la décennie 2030 et des tensions géologiques dans la décennie 2040. Cela étant dit, en France, on a une politique qui est une politique de production de biogaz. Alors, je vous passe les détails, mais la volonté de l'État français sur le sujet est très volontariste, puisque en 2023, le biogaz représentait 2% de la production et on veut qu'en 2035, on soit à 40%. Donc, en ce moment, vous avez des méthaniseurs qui poussent de partout. Je tiens à dire que je suis pour, c'est une très bonne chose. Euh, Cela étant dit, le prix du biogaz, c'est 3 fois le prix du gaz naturel. Donc, même si la France réduit fortement son risque avec le biogaz, et c'est une très bonne chose, le gaz restera pas au même prix. Voilà. Et donc, de nouveau, vous voyez, même s'il y en a assez, on rentre dans un monde d'énergie définitivement cher. Voilà, j'en dis pas plus sur le gaz parce que j'ai encore des trucs à vous raconter sur l'électricité. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut conclure? Ben, pas trop de risques géopolitiques d'ici à 2000, géologiques, pardonnez-moi, d'ici à 2040, mais un prix qui va grimper parce que on va avoir des tensions géopolitiques dans l'intervalle et on va avoir une montée en puissance du biogaz. Et donc, voilà, on se retrouve dans une situation où le gaz aussi va coûter cher. Très bien. Alors, voyons maintenant l'électricité. La stratégie nationale bas carbone française, la SNBC 3, c'est la troisième version, fait le pari d'un découplage fort. Un découplage très fort, c'est-à-dire on va continuer de faire croître le PIB avec une baisse de la consommation d'énergie, puisque dans la SNBC 3, on veut que la consommation d'énergie finale en France soit de 875 TWh, c'est-à-dire 50% de moins qu'aujourd'hui. Vous avez bien lu, hein, 50% de moins qu'aujourd'hui. Voilà. En termes d'électricité, comme on veut en même temps sortir des énergies fossiles, ça veut dire qu'on va passer d'une production de 550 TWh comment dirais-je, en 2024 ou 2025 à 800 TWh à l'horizon 2050. Voilà. Et ça permet de sortir des énergies fossiles en 2050. Donc la consommation globale d'énergie baisse de 50% et la consommation d'électricité croît très fortement, puisque en même temps, on sort des énergies fossiles. Le petit schéma que vous avez sur la droite, je vous montre juste une partie. La partie vert foncé ici sous mon curseur, c'est les énergies fossiles. Vous voyez, les énergies fossiles en 2023, ça fait, comment dirais-je, à peu près 2 tiers. Hein. Et puis ici, en 2035, c'est pas 2050, en 2035, ça fait plus qu'un tiers. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a une division par deux de la consommation des fossiles d'ici à 2035 pour que ce tiers vert foncé, là, excusez-moi, ce tiers vert foncé disparaisse complètement. Comment ici, là, ce tiers disparaisse complètement en 2050. Je trouve que c'est un sacré pari. Alors, qu'on mette le paquet sur l'électricité, ça ne fait pas débat vu ce qu'on a vu précédemment. Par contre, qu'on dise qu'on va avoir un atterrissage de la consommation globale d'énergie de 50%, euh, c'est un peu ambitieux quand même. Voilà. Alors, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE 3, jusque-là on parlait de la stratégie nationale bas carbone. La PPE 3 prend le relais de la stratégie nationale bas carbone et dit, bon ben, comment on va faire pour produire toute cette électricité? Voilà. Et donc les décisions qui ont été adoptées en début 2026, en janvier ou en février, je ne me rappelle plus exactement, après une de très longues discussions, c'est, mais ça vous le savez, un fort relance nucléaire. Alors ce que vous ne savez peut-être pas, c'est la construction de 14 EPR, donc 14 centrales nucléaires de nouvelle génération entre maintenant et 2050, et le développement de petits réacteurs nucléaires, et la prolongation du parc existant jusqu'à 60 ans. Voilà. Alors, il faut savoir que cette PPE 3, elle est très, très fortement critiquée par
des tas d'experts et d'instances de très haut niveau en France. La Cour des comptes pour des aspects financiers, le Haut Conseil pour le climat, des experts de, comment dirais-je, de RTE, d'EDF, etc. Voilà. Les coûts sont énormes, les technologies utilisées sont contestées. Il faut savoir que les deux premiers réacteurs qui devaient être livrés en 2035 ne le seront finalement qu'en 2038. Et on a d'ores et déjà une inflation budgétaire qui a été annoncée par EDF de 40% sur la sortie des deux premiers. Voilà. Et donc, admettons qu'on est capable de financer tout ça, super, voilà. Mais si le découplage ne marche pas assez, c'est-à-dire l'atterrissage de 50% de l'énergie globale entre maintenant et 2050, ben, on n'y arrive pas, ben, il faudra plus d'électricité. Et là, franchement, on est déjà au taquet, quoi. Voilà. Donc, vous voyez que là, on a un sujet qui est quand même un petit peu préoccupant. Euh, et puis, je rajoute à ça, je n'ai pas le temps de développer, mais il faut investir à peu près 100 milliards pour la rénovation du réseau de transport d'électricité en France. Et si on regarde ce qui s'est passé en Espagne, le blackout de 2025, c'est 4 milliards à peu près d'euros pour seulement 16 heures de blackout. Voilà. Ça représente à peu près 0,3% du PIB espagnol, ça représente à peu près 10% de la croissance de l'économie espagnole. Euh, et on ne peut pas se dire en France qu'on est à l'abri de ça. Alors, pas pour on risque pas les blackouts exactement pour les mêmes raisons. Mais enfin, vous voyez, on n'en a pas beaucoup parlé. La France a frôlé deux fois le blackout, c'était en 2025. Voilà. Donc, il y a des tensions très fortes sur l'électricité. Malheureusement aussi. Bon, alors, une fois qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour vos entreprises? Parce que bien sûr, nous, notre boulot, c'est pas de faire de la prospective à 50 ans sur l'énergie, c'est de regarder comment on peut aider nos clients. Voilà. Ben, en fait, la conclusion, et j'en aurai terminé, c'est que le risque énergétique devient un chapitre essentiel de votre plan de continuité d'activité et de votre plan stratégique. Voilà. Ça ne sert à rien de mettre dans votre plan de continuité d'activité comment dirais-je, des gestions de risque qui sont par exemple de dire comment vous vous en sortez s'il y a un avion qui tombe sur le data center, parce que ça, la probabilité que ça arrive, elle est quand même assez faible. Voilà. Par contre, le risque énergétique, la probabilité, elle est proche de 1. Voilà. Donc c'est par ça qu'il faut commencer. Deuxièmement, il n'est pas prudent de compter seulement sur l'État, parce que ben, l'État français, il n'a plus de sous, vous le savez très très bien. Et donc, se dire on va avoir des aides, on va avoir des boucliers tarifaires, etc., tout ça, ça va voler en éclats. Et donc, il faut compter sur soi-même. Et donc, la très forte recommandation de ce petit exposé, c'est prendre le taureau par les cornes, rédiger un schéma directeur énergétique qui est ambitieux, qui durera 10 ans parce que vous n'allez pas faire les investissements en 6 mois, et qui prévoit des gros changements avant que ça commence sérieusement à craindre, c'est-à-dire les risques majeurs sont pour dans 5 ans. Hein. Si vous regardez ce qui est en train de se passer, admettons que la guerre en Iran finisse par se calmer, parce que là c'est encore assez fragile, et qu'il n'y ait plus de problème sur le détroit d'Ormuz, vous allez avoir, alors suivant les sources, on dit un retour à la normale. Certains vont dire dans les 6 mois parce qu'on est vachement fort et résilient, et d'autres vont dire non, le temps de reconstruire les infrastructures qui ont été abîmées, il faut 2 ans. Bon, donc entre 6 6 et 24 mois, on a un retour à la normale. À la normale, c'est par exemple un baril de pétrole à 60-65 dollars. Voilà. Euh, on a une petite période d'accalmie qui dure ensuite peut-être 2 ans. Et ensuite, ça repart à la hausse définitivement. Vous voyez, à partir de 2031, 2032, voilà. Donc, en fait, la morale de l'histoire, ce que vous n'avez pas fait pour le climat, faites-le pour vous. Et, comment dirais-je, le schéma directeur énergétique dont je parle ici, c'est à la fois votre plan de résilience, c'est ce qui vous permettra d'être toujours vivant dans 10 ans, et c'est aussi votre plan de décarbonation, parce que vous rentrez dans une logique, c'est une logique de réduction très forte de votre consommation d'énergie, de ces énergies-là. Vous pouvez compléter avec des énergies renouvelables locales. Je vais y venir. Et donc, dans l'étude qui fait 80 pages, hein, qui est à votre disposition,
on termine avec des recommandations sur comment dirais-je, sur votre plan stratégique avec deux volets. Un premier volet, c'est la robustesse énergétique. Alors, petit 1, ne vous contentez pas des vulnérabilités énergétiques globales que je viens de présenter. Il faut regarder vos propres vulnérabilités énergétiques directes et indirectes, c'est-à-dire aussi quels sont les risques d'approvisionnement de votre chaîne de fournisseurs qui seraient liés à des problèmes énergétiques. Deuxièmement, un plan pluriannuel très ambitieux de frugalité énergétique avec une forte volonté de progrès continu. Ça n'a rien à voir avec les mesures d'énergie courante. Nous, chez Kerlotech, on fait ça tous les jours dans les entreprises. On optimise, mais là, ce n'est pas de l'optimisation, hein. Il y a pas, c'est pas les éco-gestes où on éteint la lumière en sortant de la salle de réunion. C'est pas ça, hein. Voilà. C'est un plan de transformation de l'entreprise pour qu'elle fonctionne avec une énergie beaucoup plus chère qu'on consomme beaucoup moins. Sortir au maximum des énergies fossiles, ça relève de l'évidence, parce qu'au final, même s'il y a aussi beaucoup de risques sur l'électricité, le risque est quand même beaucoup plus faible que sur le pétrole à court terme et le gaz à moyen terme. Et puis, ça, c'est une recommandation très, très forte que je vous fais. Engager un plan d'autoconsommation d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie en local. Alors, vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez le faire avec vos voisins, avec les entreprises qui sont à côté de chez vous, voilà, seul ou à plusieurs. Autoconsommation d'énergie renouvelable. Alors, suivant le cas de figure, vous pouvez avoir bien sûr du solaire thermique, du solaire photovoltaïque, pour les grandes boîtes de l'éolien, comment dirais-je, du biogaz en vous arrangeant avec les agriculteurs du coin. Enfin, voilà, hein. Et un point important sur l'électricité d'origine solaire, par exemple, c'est qu'avec l'arrivée des batteries au sodium, vous allez avoir une baisse du prix qui va être encore de 30%. Les batteries ont baissé de 80% leur prix au cours des 10 dernières années. Donc il y a une chute du prix de la batterie qui est très impressionnant. Il va encore baisser avec le sodium, il va encore baisser de 30%. Donc les équations énergétiques n'étaient pas super intéressantes avec production locale plus stockage avant. Suivant les cas de figure, elles peuvent le devenir. Par ailleurs, vous avez intérêt aussi à regarder du côté des batteries thermiques, c'est-à-dire stocker de la chaleur. Ce n'est pas très coûteux et ça accroît votre robustesse parce que dans la plupart des boîtes, il y a 50% de l'énergie consommée, c'est de la chaleur, quoi. Restez en veille sur les questions d'énergie pour revoir la stratégie parce que c'est un domaine où ça bouillonne en permanence. Et puis, bien sûr, être à l'affût de toutes les aides, mais si vous attendez les aides pour lancer des trucs, là, vous êtes en risque maximum. Et puis, le deuxième volet, c'est une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez vous rendre compte que ça va pas suffire. Voilà. Parce que vous êtes resté sur votre mode de fonctionnement historique et que votre mode de fonctionnement historique, il n'est pas nécessairement toujours viable lorsque le prix de l'énergie et puis d'autres points a très fortement augmenté. Dans les années qui viennent, je vous prends un exemple, dans les années qui viennent, on est sûr qu'on va avoir une énergie très chère et on est sûr qu'on n'aura plus de sable. Parce qu'il y a une tension à nouveau géologique très très forte en ce moment sur le sable. Donc une entreprise qui dit, moi je construis avec des parpaings et je continue à faire du béton, elle se met en danger. Voilà. Et donc si jusqu'à présent vous avez construit avec du béton armé et des parpaings, vous êtes obligé de faire un virage vers, je sais pas moi quoi, la terre crue, la paille, le bois, etc. Et ça, c'est une bifurcation qui est très importante. Donc là, ça vous amène à réinventer votre entreprise. Et on a une méthodologie qui vous permet de faire ça, qui s'appelle la stratégie du Y, où en fait, vous continuez de travailler sur votre activité historique. Si vous suivez mon curseur ici, parce que c'est ça qui permet de payer les salaires à la fin du mois. Et puis, vous lancez une activité de bifurcation, de transformation radicale de votre modèle économique. Vous y allez petitement au début, parce qu'il y a des grandes chances que ça ne marche pas. Et puis, une fois que vous avez trouvé la nouvelle solution et que ça marche, vous faites votre bifurcation, mais seulement à ce moment-là. Parce que les bifurcations, comment dirais-je, linéaires, en fait, c'est trop dangereux, quoi. Voilà.
Je vous remercie beaucoup. J'espère que j'ai pas été trop long. Et donc, j'ai un peu de temps pour Noël, ça va à peu près. Et on a le temps pour quelques questions. Merci beaucoup. Alan, Vous m'en- on avait une remarque de Florent Ouais, sur la partie pétrole. ouais, Vous dites que l'OPEP ment en surestimant les réserves ouais, de chaque pays. ouais. Est-ce que le mensonge pourrait être aussi une sous-déclaration des réserves pour augmenter la désirabilité et soutenir les cours? Euh, non, parce que en fait, on voit que on voit que les réserves qui sont annoncées par les pays de l'OPEP sont en croissance régulière à chaque fois qu'il y a comment dirais-je, un choc pétrolier, etc. Et donc, la probabilité que ce soit l'option que soulève Florent, elle nous semble vraiment très, très faible. Donc, c'est plutôt effectivement, j'ai besoin d'en mettre plus sur le marché, je gonfle mes réserves, euh, c'est validé par personne. Et puis, comme ça, je pourrais mettre plus sur le marché. Ah zut, euh, il y a le voisin qui fait pareil. Bon, bah donc, la quantité mise sur le marché, je continuerai d'en avoir 3% compte tenu de la surenchère d'inflation de la production qui est annoncée par les copains. Vous avez exactement la même chose pour votre bonne information au Venezuela. À un moment donné, Chavez au Venezuela avait annoncé qu'il avait les premières réserves mondiales de pétrole. Ça n'a jamais été vérifié par personne. Et donc, c'est très folklorique. Voilà. On a une question-remarque. Mhm. La politique énergétique est donc totalement à l'opposé de la robustesse requise. Alors là, j'ai pas compris la question. À l'opposé de la robustesse requise. Je dirais pas ça. Mais peut-être on peut demander à la personne. Je vais répondre, enfin, je vais commenter la question. Peut-être la personne pourra reformuler sa question. Là, ce qu'on dit, c'est que si on se centre sur la France aujourd'hui voit comment dirais-je, sa, sa- sa- sa demande en énergie, sa consommation d'énergie qui baisse à un rythme beaucoup trop lent, mais qui baisse. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la France est, est en train au travers de sa stratégie, de sa programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE 3, annonce une volonté forte de sortir des fossiles à horizon 2050. Ça va dans le bon sens. Cette volonté forte se trouve renforcée par les nouvelles mesures qui ont été prises par le gouvernement suite au début de la guerre en Iran cette année. Voilà. Donc tout ça va dans le bon sens. On sort des fossiles, on veut sortir des fossiles, etc. Ce n'est pas assez rapide. On peut même dire que c'est beaucoup trop lent, d'accord, mais c'est ce qu'on veut faire. Donc jusque-là, ça va dans le bon sens. Après, ce que je dis, c'est quand on regarde la capacité de la France à produire toute l'électricité nécessaire pour satisfaire la demande puisqu'on sort des fossiles, là, on a des inquiétudes. Voilà. Mais ce n'est pas une stratégie qui est inverse à ce qu'il faudrait faire, c'est une stratégie qui est insuffisante par rapport à ce qu'il faudrait faire. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a les moyens, plutôt que d'ouvrir 14 centrales nucléaires, est-ce qu'on a les moyens d'en ouvrir 20? Vous voyez, c'est encore une autre affaire. Voilà. Je précise que tout ça est basé sur les scénarios qui ont été faits par RTE à horizon 2050 et que si vous vous intéressez, c'est dans l'étude, hein, si vous vous intéressez aux scénarios de RTE, vous avez des scénarios avec 100% d'énergie renouvelable. Voilà. Alors ça commence à donner une idée de l'infini en matière de développement des énergies renouvelables. Et personnellement, pour différentes raisons que je ne vais pas développer ici, j'y crois pas trop. Même si je suis ultra, 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 ultra
j'ai envie de rajouter plein d'ultra encore, favorables aux énergies renouvelables. Donc, la conclusion de tout ce que j'ai présenté, c'est qu'il y a des tensions sur l'électricité qui sont fortes. Les risques électriques sont moins importants que les risques sur le pétrole. Donc, sortez des fossiles 10 fois plutôt qu'une. Et ensuite, comme on n'est pas sûr que l'État français sera capable de fournir toute l'électricité dont on aura besoin, faites de l'autoconsommation, c'est-à-dire mettez des panneaux solaires partout autour de vous, pour dire les choses très simplement. Ou mettez un méthaniseur, financez un méthaniseur chez votre voisin agriculteur. Voilà. Je pense que tu as tout à fait répondu à la question, Alan. D'accord, ok. Après, je vois pas d'autres questions. Bon, On a une remarque de Florent qui nous dit que le nouveau président colombien vient d'annoncer qu'il allait rentrer très fort dans la relance du pétrole. bah, bien sûr. Et ça, c'est une vraie problématique parce que la demande est allant croissante. J'ai pas beaucoup parlé dans l'étude que vous téléchargerez, soit sur le site de Carlotech, soit sur le site de Goodwill. Vous verrez que on parle pas beaucoup on parle pas beaucoup de climat. Ça fait aucun doute que la tendance à la croissance de la consommation des fossiles, même si en Europe on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour en sortir, c'est une catastrophe absolue pour le climat, hein, on est d'accord, hein, on est absolument d'accord. Voilà. Maintenant, euh, la, la- la question malgré tout, c'est, comment dirais-je, si à un moment donné, il y a une croissance de la demande, ça nous dépasse, vous n'y pouvez rien parce que ce sont les pays d'Asie qui sont en très forte consommation en très forte croissance de la demande en fossiles dans les 25 ans qui viennent, et que vous n'êtes pas sorti des fossiles, ça veut dire que vous pouvez être dans une situation létale pour votre entreprise. C'est surtout ça qu'on voulait mettre en évidence.